Le mois de juillet approche à grands pas. Si vous pensez que le soleil intense de juillet va faire dépérir vos plantes en pot, vous passez à côté de la récolte la plus abondante de l'année. Alors que la plupart des gens pensent que les fortes chaleurs estivales vont tuer les plantes en pot, certaines cultures auront l'effet inverse. Le secret du jardinage en pot en plein été ne réside pas dans l'ombrage de votre terrasse. Il s'agit de choisir des cultures biologiquement conçues pour traiter la lumière intense du soleil comme un carburant de première qualité. Aujourd'hui, nous vous présentons les 15 légumes en pot qui prospèrent sous la chaleur de juillet. Nous parlons ici de plantes incroyablement résistantes, adaptées au désert et validées par la recherche agricole, qui non seulement tolèrent un terreau brûlant, mais en ont réellement besoin pour croître à un rythme explosif. Assurez-vous de rester pour la dernière. Cela vous surprendra certainement. Commençons. Notre compte à rebours commence à la 15e place, avec une plante grimpante phénoménale, résistante à la sécheresse, et originaire des régions chaudes et arides du Mexique et d'Amérique centrale. Le cucamelon. Également connu sous le nom de cornichon mexicain, cette plante grimpante très vigoureuse produit des centaines de minuscules fruits de la taille d'un raisin qui ressemblent exactement à des pastèques miniatures, mais qui ont le goût de concombres croquants, parfaitement imbibés de jus de citron vert frais. Les concombres standards s'affaissent et meurent souvent sous les rayons UV intenses de juillet, car leurs feuilles expansives transpirent l'eau plus vite que leurs racines ne peuvent l'absorber. Le cucamelon, cependant, possède une brillante adaptation évolutive, un feuillage microscopique hautement spécialisé. Comme ses feuilles sont incroyablement petites, elle réduit considérablement sa surface totale, minimisant naturellement l'énorme quantité d'eau habituellement perdue par transpiration diurne. De plus, à mesure que l'été avance, le cucamelon développe secrètement un tubercule substantiel, épais, semblable à un radis, profondément sous terre dans votre peau. Cette structure souterraine fait office de réservoir d'eau et d'énergie cachée, permettant à la plante de survivre facilement à de fortes vagues de chaleur de plusieurs jours sans perdre une seule fleur. Pour votre installation en conteneur, vous devez absolument utiliser un pot profond de 5 à 10 gallons, associé à un treillis vertical léger. Le sol doit être bien drainé et fortement amendé avec de la perlite pour éviter la pourriture des racines lors des violents orages d'été. Les données agricoles publiées par le service de vulgarisation agricole de l'Université de Californie montrent que les cucamelons prospèrent dans des conditions chaudes, arides et stressantes, faisant du mois de juillet, particulièrement rude, le moment idéal pour observer cette vigne vigoureuse envahir complètement votre balcon. Elle ne nécessite pratiquement aucune taille, résistent aux parasites courants des jardins et offrent une récolte croquante et continue jusqu'aux premières gelées d'automne. Anecdote amusante. Le cucamelon n'est pas un hybride moderne génétiquement modifié. Il s'agit d'une variété ancienne et pure, cultivée et consommée intensivement par la civilisation aztèque bien avant l'arrivée des explorateurs européens en Amérique. En 14e position, on trouve un brillant imposteur botanique qui se moque complètement des vagues de chaleur et résout la plus grande frustration du jardinage estival, le concombre arménien. Si vous essayez de cultiver des concombres à tranchées traditionnelles, dans un pot sur votre terrasse en plein mois de juillet, la chaleur extrême et le stress hydrique déclenchent presque toujours une réaction de panique biologique profonde. La plante stressée inondera ses fruits en développement de cucurbitacines, les composés chimiques exacts qui rendent les concombres horriblement amers et immangeables. Le concombre arménien contourne parfaitement ce problème frustrant car, scientifiquement parlant, ce n'est pas du tout un concombre. Il est génétiquement classé comme un melon à côte marquée. Parce qu'elle partage son noyau, génétique ancienne avec les melons vivant dans le désert, elle possède une couche de cuticules cireuses beaucoup plus épaisse et hautement réfléchissante qui recouvre complètement ses feuilles. Ce bouclier thermique biologique emprisonne intensément l'humidité interne
et réfléchit physiquement les rayons UV agressifs de juillet, empêchant ainsi le rayonnement solaire de détruire ces délicates parois cellulaires. Pour votre aménagement de terrasse, un pot en plastique de 10 gallons, environ 38 litres, et un treillis robuste sont absolument nécessaires pour supporter les gros fruits vert pâle qui peuvent facilement atteindre 90 cm de long. Il faut maintenir le sol constamment humide, mais grâce à ces gènes de melon, un arrosage manqué ne ruinera pas la saveur de la récolte. Confirmant son incroyable résistance pour les jardiniers du Sud, une étude approfondie publiée par le Texas A&M AgriLife Extension atteste explicitement que les concombres arméniens sont biologiquement programmés pour conserver leur saveur croquante et sucrée, ainsi que leur forte teneur en eau, même lorsque les températures diurnes dépassent régulièrement et brutalement 35 degrés C. Fait intéressant, comme le concombre arménien est génétiquement un melon, ces fleurs ne peuvent pas être pollinisées par les concombres de jardin classiques. Vous pouvez les planter sans problème côte à côte dans votre jardin en pot, sans craindre les graines hybrides mutantes. En 13e position se trouve une merveille grimpante irrésistible, qui pompe activement l'eau avec l'efficacité mécanique d'un moteur industriel de grande puissance, la calebasse Lufa. La plupart des Américains ne connaissent le Lufa que comme une éponge de bain abrasive séchée, ignorant complètement que lorsqu'il est récolté jeune, tendre et vert, c'est un légume d'été incroyablement délicieux, ressemblant à une courgette, largement utilisé dans la cuisine asiatique traditionnelle. Le secret biologique de la croissance remarquable du louffa en juillet réside dans son système vasculaire large et bien ouvert. Les vaisseaux du xylème interne d'une vigne de louffa sont extraordinairement larges comparés à ceux des plantes de jardin classiques. Cet avantage anatomique permet au système racinaire de pomper d'énormes volumes d'eau, depuis le sol jusqu'au bout de ses tiges en quelques secondes seulement. Lorsque la chaleur de juillet atteint son paroxysme, la plante transpire rapidement, agissant physiquement comme un climatiseur biologique par évaporation pour maintenir sa vaste canopée de feuilles en forme de parasol parfaitement fraîche pendant sa croissance. Pour le contenant, vous avez absolument besoin d'un pot lourd et conséquent de 15 gallons pour bien l'ancrer, associé au treillis le plus solide et le plus haut que vous puissiez construire, car cette plante peut facilement atteindre 6 à 9 mètres de hauteur si on la laisse faire. Le système racinaire est vorace et nécessite des apports fréquents de compost organique tout au long du mois de juillet. Prouvant son besoin strict de chaleur intense, les rapports horticoles de l'Université d'État de Caroline du Nord notent que la courge Lufa a absolument besoin de la chaleur torride et des journées incroyablement longues du milieu de l'été pour déclencher avec succès sa phase de floraison intense, transformant ainsi votre patio brûlant en une oasis verdoyante et ombragée. Fait amusant. Le réseau fibreux séché et mature de la calebasse Lufa est si incroyablement dur et résistant que pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine a en fait utilisé des millions d'éponges Lufa séchées comme filtres à eau et à huile organique très efficaces pour ses navires de guerre à vapeur. Pour le numéro 12, préparez-vous à une culture très particulière qui est biologiquement conçue pour survivre aux déserts les plus rudes et les plus impitoyables de la Terre, les pois chiches. La plupart des jardiniers urbains n'envisagent même pas de les cultiver en pot. Mais ce sont les plantes de juillet par excellence, à toute épreuve et nécessitant peu d'entretien. Le véritable super-pouvoir biologique du pois chiche réside entièrement à la surface de son feuillage. Si vous touchez physiquement les feuilles délicates ressemblant à des fougères d'un plant de pois chiche, elles sont sensiblement collantes et légèrement humides. Ceci s'explique par le fait que toute la surface de la plante est entièrement recouverte de poils glandulaires microscopiques et très actifs, qui sécrètent constamment une couche collante naturelle d'acide malique et d'acide oxalique. Cette incroyable barrière acide remplit une double fonction de survie. Non seulement il empêche presque tous les insectes nuisibles estivaux
de manger les feuilles, mais il emprisonne physiquement une microcouche dense d'humidité étroitement contre la surface de la feuille, ralentissant considérablement l'évaporation interne de l'eau. Un sac de culture en tissu de 5 à 7 gallons est absolument parfait pour ces arbustes compacts et très architecturaux. Elles ne nécessitent aucun treillis, ce qui les rend incroyablement faciles à gérer sur un balcon venteux. Apportant une validation mondiale substantielle, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, reconnaît officiellement le pois chiche comme l'une des légumineuses les plus résistantes à la sécheresse et les plus tolérantes à la chaleur disponible pour l'humanité. Elles ont absolument besoin de la chaleur sèche et des longues journées de juillet pour que leurs gousses croquantes et riches en protéines se remplissent complètement, vous offrant une récolte incroyablement gratifiante et savoureuse, totalement immunisée contre la canicule estivale. Anecdote amusante, l'eau restante après la cuisson des pois chiches secs ou le liquide contenu dans une boîte de pois chiches est scientifiquement connu sous le nom d'aquafaba. Ce liquide contient un mélange si parfait et si étrange d'amidon et de protéines qu'il fouette exactement comme des blancs d'œufs crus, ce qui en fait le substitut de pâtisserie végétalien le plus légendaire au monde. Juste en dehors de notre top 10, à la 11e place, se trouve une légumineuse grimpante tropicale fascinante qui passe tout l'été caniculaire à emmagasiner secrètement d'énormes quantités d'eau et d'énergie sous terre. Jicama. Également connue sous le nom de haricot igname mexicain, cette plante grimpante imposante est cultivée spécifiquement pour ses gros tubercules souterrains croquants, semblables à des pommes. Si vous essayez de cultiver le jicama uniquement pendant les courtes et fraîches saisons printanières, vous n'obtiendrez absolument rien d'autre que de la déception. Bien qu'il faille commencer les semis au printemps, en raison de sa saison de croissance incroyablement longue, elle a besoin des journées les plus longues, les plus chaudes et les plus éprouvantes de juillet pour réellement prospérer et développer ses racines. Le génie biologique du jicama réside dans sa stratégie de survie hautement calculée. Durant les chaudes journées d'été à 100 degrés, la plante dirige avec force la quasi-totalité de son énergie métabolique vers le bas pour faire gonfler son tubercule souterrain, qui fonctionne comme un vaste réservoir d'eau riche en amidon. La longue tige aérienne peut facilement supporter une chaleur brutale et torride, car elle sait chimiquement qu'elle dispose d'un grand réservoir d'hydratation sûr qui l'attend en toute sécurité sous la surface du sol. Vous avez absolument besoin d'un sac de culture en tissu profond de 15 pouces pour donner au tubercule l'espace physique nécessaire à son expansion, associé à un treillis vertical haut pour les vignes. Ne laissez pas la plante fleurir. Pincez rigoureusement toutes les fleurs que vous voyez en juillet afin de concentrer toute l'énergie dans le tubercule. Soulignant son incroyable profil nutritionnel, la base de données USDA Food Data Central confirme que les tubercules de jicama sont fortement chargés en inuline, une fibre alimentaire prébiotique complexe et hautement spécialisée, qui nourrit sélectivement les bactéries intestinales bénéfiques et stabilise la glycémie humaine. Fait amusant, bien que le tubercule souterrain soit totalement sûr, sucré et délicieux, littéralement toutes les autres parties de la plante de jicama, y compris les tiges, les feuilles, les fleurs et les gousses de haricots, sont très toxiques pour les humains et les insectes, produisant naturellement un puissant pesticide biologique connu sous le nom de rothénone. Qu'avez-vous pensé de ces 5 premiers légumes? L'un d'eux vous a-t-il impressionné? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant directement au top 10 de la liste d'aujourd'hui. Continuons sur cette lancée. À la 10e place se trouve une véritable centrale tropicale qui utilise activement l'humidité étouffante et caniculaire de juillet pour accomplir de véritables miracles biologiques sous terre. Curcuma. Les débutants échouent presque toujours avec le curcuma, parce qu'ils essaient de planter les rhizomes coûteux à l'extérieur dans un sol frais et humide du début du printemps, ce qui les fait pourrir et mourir instantanément.
Le curcuma est originaire des régions de mousson intenses d'Asie du Sud-Est. Bien qu'il faille commencer à les faire germer dans un endroit chaud à l'intérieur à la fin du printemps, elles ont absolument besoin de la chaleur torride de juillet pour se développer et s'étendre rapidement en toute sécurité. Le secret de l'amour absolu du curcuma pour le soleil brutal de l'été réside dans ses feuilles imposantes, à l'architecture marquée et aux nervures profondes. Ces larges et magnifiques feuilles agissent comme de gigantesques panneaux solaires biologiques, captant un maximum de rayonnement UV pour alimenter la croissance souterraine. Au plus fort de la chaleur d'un après-midi de juillet, la plante transpire abondamment à travers ses grandes feuilles, créant intentionnellement un microclimat dense et localisé de forte humidité qui refroidit naturellement toute la canopée de la plante. Vos spécifications de conteneur exigent strictement un sac de culture large et peu profond, d'au moins 15 à 20 pouces de diamètre, car les précieux rhizomes se multiplient horizontalement juste sous la surface, et non verticalement. Le sol doit être riche en compost organique et maintenu constamment humide. Soulignant son incroyable valeur pour la santé, les données agricoles publiées par l'Université d'Hawaï indiquent explicitement que le curcuma atteint sa concentration absolue la plus élevée et la plus puissante de curcumine, le puissant composé anti-inflammatoire naturel responsable de ses bienfaits médicaux, lorsqu'il est activement soumis aux longues journées d'été intensément chaudes et incroyablement lumineuses de juillet. Anecdote amusante. Le curcuma produit un pigment jaune si incroyablement vibrant et permanent que, depuis des milliers d'années, il est la seule teinture botanique traditionnelle utilisée pour colorer les robes emblématiques orange safran éclatantes portées par les moines bouddhistes à travers l'Asie du Sud-Est. En descendant à la 9e place, on trouve un incontournable du Sud américain qui considère les chaudes et humides nuits d'été suffocantes comme un déclencheur biologique direct d'une production alimentaire explosive. Les haricots de Lima sauvages. Nombreux sont les jardiniers débutants qui éprouvent une immense frustration en juillet lorsque leurs haricots verts traditionnels développent de magnifiques feuilles vertes luxuriantes, mais laissent soudainement tomber toutes leurs fleurs délicates sans produire une seule gousse. Cet événement déchirant se produit parce que les températures nocturnes élevées stérilisent littéralement et physiquement le pollen de haricots ordinaires, détruisant la récolte. Les haricots de Lima, en revanche, sont une bête ancienne complètement différente. Originaires de la chaleur brutale et impitoyable d'Amérique centrale, les haricots de Lima possèdent un pollen spécialisé activé par la chaleur. En réalité, elles préfèrent et ont biologiquement besoin des nuits chaudes et suffocantes de juillet pour réussir la fécondation et la formation de leurs lourdes gousses. De plus, même les variétés de haricots de Lima compacts développent une racine pivotante incroyablement profonde et vigoureuse qui plonge sans relâche jusqu'au fond de votre récipient, leur permettant d'accéder à l'humidité emprisonnée que les autres plantes à racines superficielles ne peuvent tout simplement pas atteindre. Un sac de culture en tissu profond de 5 gallons convient parfaitement pour soutenir cette racine pivotante. Soulignant sa fiabilité absolue, le Penn State Extension recommande officiellement les haricots de Lima nain comme la légumineuse d'été par excellence, car leurs feuilles incroyablement épaisses, cireuses et coriaces résistent robustement au flétrissement solaire, assurant une récolte abondante de haricots riches et onctueux exactement lorsque les cultures traditionnelles échouent. Anecdote amusante. Les plants de haricots de Lima sont de véritables génies de la biologie. Lorsqu'elles sont physiquement attaquées par des chenilles dévorant les feuilles, la plante analyse littéralement la salive de l'insecte et libère instantanément un signal chimique de détresse aéroporté très spécifique qui appelle des guêpes parasites à des kilomètres de distance, pour traquer et tuer les chenilles. En 8e position, on trouve une légumineuse incroyablement productive et à croissance rapide qui utilise une chimie souterraine complexe
pour ignorer complètement les sols pauvres et les vagues de chaleur torrides. L'edamame. Planter du soja en conteneur en plein mois de juillet est une idée de génie, car il prospère absolument sous cette chaleur extrême, surpassant largement les cultures potagères classiques. En tant que membres actifs de la famille des légumineuses, les plants d'edamame abritent sur leur système racinaire des nodules biologiques hautement spécialisés, remplis de bactéries rhizobiomes. Ces bactéries incroyables absorbent physiquement l'azote gazeux directement de l'air ambiant et le transforment rapidement en un engrais organique hautement utilisable pour les plantes profondément sous terre. Cette usine biologique d'azote autosuffisante permet à la plante d'edamame de maintenir une croissance incroyablement luxuriante, dense et vert foncé, même si le programme d'arrosage quotidien intense de juillet élimine tous les nutriments liquides de votre terreau. Un large conteneur de 10 gallons peut facilement et confortablement contenir plusieurs plantes bien serrées, créant un magnifique spectacle touffu sur votre patio. Pour étayer leur incroyable rapidité, les recherches agricoles de l'Université de l'Illinois Extension soulignent que l'edamame planté au plus fort de la chaleur estivale mûrit à un rythme remarquablement rapide, accélérant vigoureusement sa phase végétative. Cela vous permet de récolter en un temps record des gousses parfaitement tendres, fondantes et riches en protéines pour vos sautées d'été, optimisant ainsi l'espace limité de vos contenants. Anecdote amusante. L'edamame est une véritable licorne nutritionnelle dans le monde végétal. C'est l'un des aliments végétaux naturels incroyablement rares qui soit considéré comme une protéine complète, ce qui signifie qu'il contient miraculeusement les 9 acides aminés essentiels nécessaires à la survie humaine. À la 7e place, on retrouve les haricots nains traditionnels, mais préparés avec une touche stratégique particulière pour le mois de juillet. Alors que les haricots grimpants classiques peuvent souffrir d'une chute importante des fleurs et d'un épuisement dû à la chaleur en plein mois de juillet, les haricots nains très compacts peuvent être plantés avec succès en plein été pour garantir une récolte d'automne abondante et exceptionnelle. Comme la terre du conteneur est déjà brûlante en juillet, les graines de haricots nains plantées directement dans la terre germent à un rythme étonnant, perçant souvent la surface du sol et affichant leurs premières vraies feuilles en seulement 3 ou 4 jours. L'astuce absolue et non négociable pour les faire prospérer sous la chaleur accablante de juillet consiste à enrober abondamment vos graines d'une poudre d'inoculant bactérien disponible dans le commerce juste avant la plantation. Cela stimule complètement le système racinaire, permettant à la jeune plante d'établir rapidement son réseau vasculaire et de produire vigoureusement une abondante récolte de gousses avant que la chaleur intense ne puisse gravement affecter le feuillage supérieur. Un pot de 5 gallons peut facilement contenir 3 à 4 plantes robustes. Selon des études détaillées sur le cycle de vie des cultures réalisées par l'Université Cornell, l'utilisation active du sol chaud et préchauffé de juillet accélère de manière exponentielle la phase végétative des haricots nains, vous récompensant par une récolte substantielle, très concentrée, et en une seule fois en moins de 50 jours, en contournant complètement la croissance lente et poussive des plantations de début de printemps. Anecdote amusante. Les haricots sont un élément essentiel de la légendaire méthode agricole des 3 sœurs utilisée par les tribus amérindiennes. Alors que les haricots grimpants étaient historiquement utilisés pour grimper aux tiges de maïs, la famille des légumineuses dans son ensemble agit comme une pompe à azote biologique naturelle, stockant l'azote en toute sécurité dans ses racines pour fertiliser parfaitement le sol pour d'autres cultures affamées une fois que la plante se décompose. En 6e position, nous avons un aliment de base de la cuisine mexicaine, qui est devenu incroyablement populaire dans les jardins américains, utilisant fortement sa propre anatomie bizarre pour construire une forteresse physique à climat contrôlé contre le soleil de juillet. Le tomatillo. Si vous essayez de cultiver des tomatillos par temps frais et humide au début du printemps, ils resteront rabougris et misérables pendant des mois.
Elles ont absolument besoin de la chaleur intense et torride du mois de juillet pour déclencher avec succès leur phase de croissance grimpante, rapide et tentaculaire. Le génie biologique de la tomatille réside dans son enveloppe extérieure papyracée, scientifiquement appelée calice, alors que le soleil brûlant et intense de juillet peut facilement provoquer de graves brûlures, des craquelures et des ébullitions sur la peau des tomates ordinaires. L'enveloppe papyracée du tomatillo agit physiquement comme une voile d'ombrage naturelle et un dôme d'humidité. Elle enveloppe complètement le fruit vert en développement, emprisonnant efficacement un microclimat d'humidité à l'intérieur et protégeant physiquement la peau délicate des rayons UV nocifs. Pour les spécifications de vos contenants, vous avez besoin de grands pots lourds de 10 gallons pour supporter leurs branches étendues et rampantes. Voici la règle d'or la plus importante. Vous devez planter au moins 2 plants de tomatillo côte à côte. Elles sont strictement auto-incompatibles, ce qui signifie qu'une seule plante produira des centaines de fleurs jaunes vifs, mais absolument aucun fruit sans partenaire génétique à proximité. Selon les recherches sur les cultures de l'Université de l'Illinois Extension, lorsqu'ils sont cultivés dans des conteneurs chauds en été avec un partenaire pollinisateur, les tomatillos deviennent incroyablement prolifiques. Anecdote amusante. Bien qu'elle ressemble à une tomate verte moderne, la tomatille est une culture ancienne et très vénérée. Des fouilles archéologiques ont permis de découvrir des tomatillos fossilisés au Mexique, prouvant qu'ils étaient cultivés par les Aztèques et les Mayas, bien avant que la tomate traditionnelle ne soit largement domestiquée. Ces légumes vous impressionnent-ils? En avez-vous déjà qui poussent dans votre jardin? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Passons maintenant aux 5 premiers de notre liste. Assurez-vous de rester pour le dernier légume. Cela va vous surprendre absolument. Passons au numéro 5. Dans notre top 5, on trouve une alternative phénoménale, visuellement époustouflante et résistante à la chaleur aux salades d'été traditionnelles. Les épinards de Nouvelle-Zélande. Lorsque les jours caniculaires et brutaux de juillet arrivent, les légumes-feuilles de saison fraîche habituels comme la romaine, la roquette ou les épinards traditionnels montent instantanément en graines, deviennent incroyablement amers et meurent rapidement. L'épinard néo-zélandais s'impose comme l'alternative idéale par temps chaud, grâce à une astuce de survie évolutive très avancée. Si vous examinez les feuilles triangulaires, charnues et succulentes de cette plante sous une lumière vive, elles semblent complètement recouvertes de minuscules cristaux de glace scintillants. Il s'agit en réalité de vessies natatoires épidermiques, hautement spécialisées. La plante stocke activement et intentionnellement l'excès d'eau à l'intérieur de ces bulles microscopiques, directement sur la surface extérieure de la feuille. Lorsque le soleil impitoyable de juillet à 100 degrés frappe la canopée, ces vessies réfléchissent physiquement la lumière intense du soleil et les rayons UV comme des millions de minuscules miroirs, gardant le noyau interne de la feuille parfaitement frais et hydraté. Pour la culture en pot, un pot de 20 cm de profondeur ou un panier suspendu surélevé est absolument idéal, car la plante aime s'étaler et retomber magnifiquement sur les bords. Validant ses performances exceptionnelles, les données horticoles de l'Université Cornell confirment que l'épinard de Nouvelle-Zélande prospère dans des températures estivales extrêmes et est totalement immunisé biologiquement contre la montaison induite par la chaleur, qui détruit l'épinard ordinaire, fournissant un approvisionnement continu en légumes verts frais et croquants tout au long de l'été. Anecdote amusante. Lors de son légendaire voyage historique à bord du HMS Endeavour dans les années 1700, l'explorateur britannique, le capitaine James Cook, a physiquement cueilli cette plante sur les rivages de la Nouvelle-Zélande et l'a donnée à manger à ses marins, utilisant avec succès sa charge importante en vitamine C pour éradiquer le scorbut, une maladie mortelle, sur son navire. Pour le numéro 4, nous avons une culture très productive qui utilise une architecture verticale extrême
pour échapper physiquement à la chaleur suffocante et brûlante du sol. Haricots grimpants. Plus précisément, choisir des variétés anciennes tolérantes à la chaleur ou des haricots kilomètres asiatiques est le secret ultime pour un jardin en conteneur très réussi en juillet. Alors que la surface de votre patio en béton ou de votre balcon en bois peut être absolument brûlante à 110 degrés Fahrenheit, les températures ambiantes baissent en fait considérablement à quelques pieds seulement dans l'air. En leur fournissant un treillis vertical haut et robuste, les haricots grimpants s'élèvent vigoureusement, capturant les brises estivales rafraîchissantes qui maintiennent leur feuillage étendu incroyablement bien ventilé. Cette robuste habitude de croissance verticale empêche complètement les maladies fongiques dévastatrices, comme l'oïdium qui se développe abondamment dans l'air chaud, stagnant et humide au niveau du sol. Vous aurez absolument besoin d'un pot lourd et solide de 10 gallons pour ancrer le treillis et empêcher les violentes tempêtes de vent estivales de renverser la grande vigne. Des recherches horticoles menées par l'Université de Californie indiquent que les haricots grimpants utilisent intensément la lumière vive et ininterrompue du soleil de juillet pour alimenter leur expansion verticale rapide, créant ainsi un vaste mur végétal vivant qui peut projeter une ombre rafraîchissante très bénéfique sur le reste de vos plantes de patio vulnérables, faisant d'elles à la fois une source de nourriture et un ombrage biologique. Anecdote amusante. Les haricots grimpants classiques sont biologiquement programmés avec une boussole génétique interne. Où que vous les plantiez dans le monde, dès que leur vigne touche un treillis, elles s'enrouleront et grimperont toujours, sans faute, fidèlement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La médaille de bronze, à la 3e place, est remportée par une plante qui utilise la terre surchauffée et brûlante d'un conteneur en juillet comme un véritable interrupteur métabolique. La courge d'été, y compris la courgette verte classique, et la courge à col tordu jaune vif. La plupart des jardiniers traditionnels plantent des courges d'été au début du printemps, pour ensuite les voir lutter, pourrir et dépérir face au sol froid et humide, et aux insectes ravageurs de début de saison. Planter une variété de courges d'été buissonnantes, très compactes en plein mois de juillet, permet d'éviter complètement cette phase de croissance ralentie et vulnérable. La terreau extrêmement chaude stimule le moteur biologique et métabolique de la plante à un rythme extrêmement rapide. Comme le sol est déjà à sa température estivale maximale, les racines se développent instantanément sans aucun choc, et la plante entre directement dans une phase de croissance végétative étonnamment rapide. Un récipient lourd et conséquent de 10 à 15 gallons est absolument indispensable pour contenir suffisamment d'eau afin de soutenir ces feuilles géantes. Le service de vulgarisation de l'Université Purdue rapporte que les courges d'été plantées au milieu de l'été poussent si incroyablement vite qu'elles dépassent physiquement le cycle de vie du redoutable insecte destructeur foreur de la vigne de la courge. En retardant vos plantations jusqu'en juillet, vous permettez à la première génération catastrophique de ces ravageurs de disparaître, vous récompensant ainsi par une récolte abondante, sans problème et à haut rendement quelques semaines seulement après les plantations. Anecdote amusante. Si votre plante produit des dizaines de grandes fleurs jaunes vifs, mais ne donne pas de fruits, ne jetez pas les fleurs. Les fleurs de courge d'été sont un mets raffiné et très prisé, que l'on peut farcir de ricotta fraîche et frire rapidement dans une pâte épaisse. Notre deuxième choix, en deuxième position, résout brillamment le problème d'hydratation le plus important et le plus dévastateur de tout l'été. Les concombres sauvages. Les concombres grimpants classiques sont tristement célèbres pour leur tendance à se flétrir complètement et à s'effondrer de façon catastrophique lors d'un après-midi de juillet à 38 degrés C. Ce flétrissement sévère se produit parce que l'eau vitale doit parcourir physiquement plusieurs mètres le long d'une vigne très fine et extrêmement stressée pour atteindre la vaste canopée de feuilles. Les concombres buissonnants, en revanche,
sont génétiquement et sélectivement cultivées pour rester très compactes et incroyablement denses. Grâce à ce système vasculaire extrêmement court et très efficace, l'eau pompée activement par les racines atteint presque instantanément toute la canopée foliaire, réduisant considérablement le stress physiologique sévère du flétrissement dû à la chaleur de l'après-midi. De plus, la culture de ces arbustes compacts dans un conteneur profond de 5 à 10 gallons permet à leurs racines robustes de plonger directement dans le centre frais, sombre et humide du terreau, parfaitement isolé de la chaleur brûlante de la surface. Vous devez les récolter fréquemment. Plus vous en cueillez, plus la plante produira abondamment. Le service de vulgarisation de l'Université de Géorgie confirme explicitement: pour les conteneurs d'été garantit un taux de survie et de fructification nettement supérieur pendant les pics de chaleur brutale par rapport à leurs cousins grimpants, rampants et très vulnérables. Anecdote amusante. La chair d'un concombre est biologiquement composée à 95% d'eau pure. Grâce à son volume important de liquide et à ses électrolytes naturels, la consommation d'un concombre cru fait baisser la température corporelle interne, ce qui est l'origine scientifique de la célèbre expression « frais comme un concombre ». En tête du classement absolu, le Graal ultime des terrasses estivales, génétiquement modifié pour vaincre la chaleur torride, la tomate buissonnante. Le plus grand crève-cœur absolu en matière de jardinage, c'est de voir un beau et grand plant de tomates perdre toutes ses fleurs jaune vif en juillet sans produire un seul fruit, simplement parce que les températures nocturnes sont restées au-dessus de 75 degrés Fahrenheit. Le secret ultime des professionnels est d'abandonner complètement les tomates grimpantes indéterminées massives en juillet et de planter exclusivement des variétés buissonnantes déterminées très tolérantes à la chaleur, telles que la célèbre Solar Fire ou la Florida 91. Ces variétés buissonnantes génétiquement robustes et très spécifiques ont été scientifiquement sélectionnées pour posséder un pollen stable à la chaleur. Ils se moquent éperdument de la chaleur étouffante des nuits de juillet. Leur pollen reste parfaitement viable et très actif, garantissant ainsi que chaque fleur jaune se transforme avec succès en une belle tomate rouge et juteuse. Un conteneur de 10 à 15 gallons est absolument parfait pour supporter leurs branches chargées de fruits. Et parce qu'elles sont déterminées, elles n'ont pas besoin de cages hautes et imposantes. L'Institut des sciences alimentaires et agricoles de l'Université de Floride, IFAS, reconnaît officiellement ces tomates buissonnantes tolérantes à la chaleur comme le seul moyen fiable et infaillible de garantir une récolte abondante de tomates à tranchées impeccables, même pendant les journées les plus caniculaires et brutales de l'été. Fait amusant, bien que la tomate contienne biologiquement des graines, ce qui en fait scientifiquement un fruit, la Cour suprême des États-Unis a déclaré légalement, officiellement et à l'unanimité que la tomate était un légume dans l'affaire historique de 1893 Nix contre Eden, uniquement dans le but d'appliquer les taxes sur les importations agricoles. Avant de conclure, nous devons aborder immédiatement la façon la plus rapide et la plus dévastatrice dont vos plantes meurent en juillet. Les systèmes racinaires délicats cuisent littéralement et physiquement à l'intérieur de fins récipients en plastique. Lorsque le soleil brûlant de juillet frappe directement le côté d'un pot de pépinière noire ou de couleur foncée, la température interne du sol peut monter violemment à plus de 120 degrés F, faisant littéralement bouillir les racines vivantes et tuant instantanément la plante. Pour stopper immédiatement ces dégâts catastrophiques, il faut utiliser la technique d'isolation par double enrobage. Prenez votre pot de pépinière standard en plastique fin où votre plante pousse activement et déposez-le physiquement à l'intérieur d'un pot décoratif légèrement plus grand et nettement plus lourd, comme un pot en terre cuite épais, un pot en céramique émaillé lourd, ou même un seau en plastique beaucoup plus grand. Cette simple action crée immédiatement un espace de 1 pouce d'air pur et vide
entre les deux pots. Scientifiquement parlant, l'air ambiant est un très mauvais conducteur de chaleur. Ce minuscule espace d'air vide agit physiquement comme un thermos biologique invincible, bloquant complètement et entièrement le transfert du rayonnement solaire intense à travers la paroi extérieure vers le pot intérieur. La température interne de votre sol va instantanément et miraculeusement baisser jusqu'à 15 degrés, sauvant complètement vos racines vulnérables et éliminant totalement les effets dévastateurs du choc thermique estival. Le secret ultime d'un jardin d'été florissant et extrêmement productif ne réside pas dans la lutte constante contre les rigueurs du climat de juillet. Il s'agit simplement de choisir des cultures génétiquement programmées et biologiquement conçues pour transformer cette chaleur intense et brûlante en énergie pure et utilisable. Lorsque vous cessez de forcer les plantes fragiles de climat frais à être soumises à des conditions brutales qu'elles détestent absolument, le jardinage en pot cesse instantanément d'être une bataille quotidienne frustrante et devient une récolte massive et incroyablement gratifiante. Commencez par installer une seule de ces plantes très résistantes, véritables guerrières de juillet, sur votre terrasse ce week-end et observez attentivement à quelle vitesse elles s'emparent du soleil estival. Si cette analyse approfondie vous a aidé à mieux comprendre votre jardin d'été, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Je veux avoir de vos nouvelles. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous laquelle de ces plantes aimant la chaleur vous allez mettre en pot ce week-end. Et si vous voulez connaître les meilleures astuces pour garder vos récipients parfaitement arrosés pendant vos vacances d'été, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. À bientôt.